Bonjour à tous, bienvenue au Jury Minute épisode 3. Aujourd'hui, c'est Maître Dossa, notaire à Montpellier, qui nous accueille pour nous parler de la loi Pacte. Allons tout de suite le retrouver. Maître Dossa, merci beaucoup de nous accueillir dans votre étude pour parler aujourd'hui de la loi Pacte qui est entrée en vigueur il y a quelques semaines, puisqu'on est à une publication au JO le 23 mai. En quoi consiste cette réforme d'envergure ? En réforme d'envergure, vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, et puis des sujets très divers, très variés. Donc on les listera peut-être pas tous, mais c'est une loi que certains ont appelée loi fourre-tout, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et dans ces différents sujets, il y a des sujets un peu plus importants, un peu plus juridiques. Il y a beaucoup de sujets économiques, mais il y a des sujets juridiques importants, et notamment en droit des sociétés. Je crois qu'on va en parler. La première, celle avec un aspect juridique fort plus que financier en tant que tel, celui de l'objet social et des enjeux sociaux. Voilà, c'est le point qui a principalement attiré votre attention et je vous propose donc de commencer par celui-là. Alors, je vais me permettre un petit rappel de tout ça. Il s'agit de modifier les articles, de les compléter, les articles 1833 et 1835 du Code civil. Ces articles sont les articles de base qu'on retrouve dans toutes les formes de société. Donc, une société, d'abord, c'est la mise en commun de moyens en vue de réaliser un objet social pour en retirer un bénéfice. Donc ça, c'est bien noter ça. Ensuite, l'objet social, c'est la définition de l'activité de la société, et c'est une notion fondamentale, puisque en fonction de l'objet social, on va être soumis à telle ou telle réglementation. Les pouvoirs du dirigeant d'entreprise vont être plus ou moins élargis, puisque vous savez qu'on ne peut agir que dans l'intérêt de l'objet social, et les contrats ne sont valables avec le co-contractant que si ils ont respecté l'objet social, et ils lui sont de ce fait opposables. S'il y a des clauses de restriction de pouvoir du dirigeant d'entreprise, elles sont dans les statuts, elles ne sont pas opposables au co-contractant. Par contre, si on sort de l'objet social, le contrat peut être annulé. Donc cette notion d'objet social est très importante, elle a des influences, des impacts pratiques. Donc j'ai défini ce qu'était une société, ce qu'est l'objet social, et il est précisé dans l'article 1833 que l'objet social doit être licite. Licite jusqu'à aujourd'hui, c'est un objet qui n'est pas contraire aux bonnes mœurs. Contrefaçon, contrebande, et je ne cite pas les autres, enfin des actes graves. Là-dessus, la loi Pacte est venue compléter cet article 1833 du Code civil, avant qu'on parle de 1835, compléter 1833 du Code civil, pour dire que les associés doivent agir dans l'intérêt social et, gardez bien en tête ce « et », doit intégrer le respect des enjeux sociaux et environnementaux. Et c'est là où ça se complique. Alors, l'idée de la loi est bonne. Une entreprise participe ou doit participer du bien commun. La réalisation de produits financiers ne doit pas occulter la transformation du monde actuel et les problèmes climatiques, c'est évident. Maintenant, le problème est qu'on va aller plus loin que les bonnes mœurs, dont je vous disais, parce qu'il va falloir apprécier si les actes qui ont été pris le sont en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Donc on va élargir les pouvoirs du dirigeant d'entreprise et élargir de la même façon sa responsabilité. Puisque si je sors de l'objet social, si je fais un acte contraire à l'objet social, je peux engager la responsabilité du dirigeant. Alors j'engage la responsabilité pénale du dirigeant, j'engage la responsabilité de la société elle-même qui peut être amenée à verser des dommages-intérêts, et j'encours même la nullité, j'allais dire avant tout, la nullité de l'acte que j'ai fait en opposition à cette nouvelle disposition. D'où, vous avez compris, il en ressort une responsabilité accrue du dirigeant qui, moi, me pose problème. Est-ce que aujourd'hui, dans les statuts que vous avez eu l'occasion de recevoir depuis l'entrée en vigueur de la loi, est-ce que vous avez eu l'occasion de préciser cette obligation
de respecter l'intérêt social et les enjeux sociaux et environnementaux? L'objet d'une société et l'intérêt social sont deux choses différentes. Tout à fait. D'accord ? Donc là, la loi prévoit d'intégrer l'article sur l'objet social, mais pour moi, c'est deux choses différentes. En énonçant le titre, objet social et intérêt social, on voit qu'il ne s'agit pas de la même chose. Moi, j'ai un problème, puis je répondrai à votre question. Là où j'ai un problème, c'est que je pense avoir un sens du bien commun, mais qui va juger si j'ai respecté un enjeu social? L'enjeu environnemental, je vois à peu près ce que c'est, le respect de la nature et de son environnement, les problèmes de pollution, réchauffement climatique, oui. L'enjeu social, pour moi, c'est une notion beaucoup trop vague. Je ne suis pas dans l'environnement social. Aujourd'hui, j'ai une vague idée, mais ce n'est pas une définition juridique des enjeux sociaux. Donc c'est en ça que je dis que c'est dangereux. Je ne suis pas contre la transition écologique, bien au contraire, mais là, j'ai un problème de responsabilité, j'ai un problème juridique. Alors, de fait de cette responsabilité accrue, oui, on va modifier nos statuts. On va intégrer dans un titre général, peut-être au moment de la définition du contrat de société, lorsqu'on parle peut-être de la forme de la société, qu'il doit être précisé les enjeux sociaux et environnementaux dans l'objet social. Et puis on va parler du 1835 après, mais pour ce qui est de l'objet social, eu égard à son caractère impératif, rappelez-vous, je vous ai dit en début d'interview, le « et » on doit agir dans le cadre de l'intérêt social et donc ça a un caractère impératif. Donc moi je ne veux pas qu'un chef d'entreprise, parce que le notaire est chargé d'informer de toutes les conséquences de son acte les parties qui le signent, donc je ne veux pas que la partie, les associés qui le signent ne soient pas informés de ce risque important qu'ils ont, donc je l'écrirai dans les statuts en même temps que l'objet social. Mais vous avez raison, et vous m'avez montré, pour tout vous dire, où est-ce que vous voulez l'intégrer. Je pense que c'est le bon endroit, au début de la société, parce que j'avais une réflexion au début, j'hésitais de savoir si j'intégrais, on va parler encore de 1835, mais au moment de la Constitution, les associés sont ce qu'ils sont, mais la vie de la société va évoluer. D'autres associés vont rentrer comme détenteurs de parts dans la société, et il est important qu'eux aussi aient cette information, parce qu'ils n'ont pas participer au démarrage, à l'esprit de la société, donc vous avez raison de l'intégrer là. Alors peut-être pouvons-nous maintenant passer au nouvel article 1835 du Code civil, une option en tout cas qui a attiré votre attention et dont certainement vous ferez bon usage. Oui, mais vous avez compris l'enjeu. Là, je suis beaucoup plus à l'aise avec le 1835 parce qu'il n'est pas impératif. Il dit qu'on peut rajouter la raison d'être de la société. Et pour moi, on est sur des considérations que j'allais dire morales. Et alors c'est une conception personnelle, mais la morale, ça ne se décrète pas. De manière volontaire dans les statuts, je vais afficher une raison d'être de la société. Une raison d'être, c'est un peu comme une marque. Si ce n'est encore plus important que la marque. Et je suis beaucoup plus favorable à cette modification de l'article 1835. Alors, est-ce qu'on le met dans les statuts? Nous allons le proposer en choix, pas par défaut, mais en choix à disposition, à la discrétion après du notaire rédacteur de l'ajouter ou pas. Et forcément, j'imagine que dans ces cas-là, vous avez un arbitrage au cas par cas, en fonction de la forme de la société. Je ne crois pas. Je crois qu'en ayant un peu déjà discuté, je pense que, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, je vais le mettre dans les statuts, quoi qu'il arrive, puisque c'est une possibilité. Donc c'est une possibilité. Je veux que les associés sachent qu'ils ont la possibilité de le faire, et surtout les associés futurs, qui ne sont pas à la Constitution, qui n'ont pas la genèse de ça. Donc c'est pour ça que je le mettrai, et peut-être là où vous le proposez, effectivement. Maître de ça, vous nous avez donc parlé d'une loi pêle-mêle. Là, on a mis un gros focus sur l'objet social. Est-ce que d'autres dispositions, alors plus éparses, ont attiré votre attention? Oui, quelques-unes ont attiré mon attention, notamment celle du conjoint collaborateur. Conjoint de l'exploitant, parce que le conjoint collaborateur, c'est un statut, mais le conjoint de l'exploitant, c'est un problème de société, parce que beaucoup de conjoints ne sont pas déclarés, ce qui pose un problème, deux problèmes. Un problème de dissimulation au travail
et un problème de couverture sociale. Donc beaucoup de conjoints n'ont pas de couverture sociale, et notamment dans l'agriculture. Donc la loi désormais a corrigé le tir en disant que automatiquement, sauf s'il y avait un choix autre, donc ce que vous appelez par défaut, automatiquement le conjoint aura le statut de salarié. Donc il y a une couverture, il y a un statut, il y a une couverture, il n'y a pas de dissimulation, très bien. Le problème va être que du coup, il va y avoir un impact financier puisqu'il va y avoir des cotisations obligatoires qui vont être, alors je ne dis pas que ça a été fait pour ça, mais en tout cas il va y avoir des cotisations que certains ne payaient pas aujourd'hui. Donc j'ai une couverture mais j'ai une cotisation. Si la question d'après c'est est-ce qu'on le met dans nos contrats, dans nos trames. On propose dans les matrices, notamment de cession de fonds, que ce soit fonds libéral, fonds commercial, on propose systématiquement une clause informative sur le statut du conjoint qui exerce une activité régulière dans l'entreprise de son époux. C'est un sujet sensible qui peut créer des problèmes dans le couple d'ailleurs. Donc il faut le faire et nous allons nous y attacher, nous, parce qu'on prévient beaucoup les gens. Nous ne faisons pas, nous, notaires, enfin peut-être certains le font, mais même si à l'étude on fait pas mal de droit des sociétés, nous ne faisons pas toutes les immatriculations dans les régimes sociaux. On conseille sur tel et tel sujet, sur les impacts fiscaux, tant pour les associés entrepreneurs que pour les résultats de la société, mais on ne va pas jusqu'à des immatriculations. Donc, raison de plus pour bien attirer l'attention et faire un focus dans les statuts ou dans les contrats de cession d'entreprise ou de fonds de commerce. Je vous propose maintenant de switcher sur un tout autre sujet, celui des commissaires aux comptes qui ont vu leur champ d'intervention réduit, un sujet qui a fait quand même couler un peu d'encre. Déjà, en quoi consiste la modification opérée par la loi Pacte? Après, vous nous direz ce que vous en pensez, quels impacts sur les entreprises. Alors, la loi, jusqu'à maintenant, elle demeure, a prévu qu'il y ait un audit des comptes par un commissaire aux comptes pour des entreprises qu'on considère d'une taille relativement importante. Les seuils ont été revus à la hausse, c'est-à-dire qu'il y a 3 seuils. Il faut que les entreprises aient un total de bilan supérieur à 4 millions d'euros, un chiffre d'affaires supérieur à 8 millions d'euros et un nombre de salariés supérieur à 50. Donc il y a une hausse sensible des seuils, ce qui va par le même coup faire échapper beaucoup, mais beaucoup d'entreprises à cette vérification par un commissaire aux comptes. Donc, hormis un sujet sur lequel je ne m'étendrai pas, un manque pour la profession de commissaire aux comptes, il y a un risque d'opacité, il y a 2 risques, un risque d'opacité et un risque de contrôle qui va apparaître de ce fait, puisque si on peut coupler à cette mesure une autre mesure de la loi Pacte qui a prévu des présentations de bilan simplifiées pour des entreprises de taille importante aussi. Alors, je change encore de sujet pour revenir à l'entrepreneur individuel, où le législateur a tenté une nouvelle fois de vouloir encourager le nouveau statut, le statut de l'EIRL, enfin je dis nouveau, mais il a du mal à prendre ce statut. Est-ce que vous pensez que les quelques points qui ont été modifiés par la loi Pacte pour encourager ce statut vont modifier la donne ? Alors je ne sais pas, on verra avec la pratique, mais j'ai l'habitude d'être franc et peut-être c'est pas politiquement correct, mais cette forme d'entreprise pour moi ne prend pas, ne marche pas, elle est trop complexe, elle est mal comprise. On a, nous juristes, un gros problème sur la théorie du patrimoine d'affectation. On est sans arrêt entre les deux dans cette loi et elle est pour moi pas claire et je pense que je crois même qu'elle n'est pas indispensable pour le chef d'entreprise. Donc on a des statuts qui sont plus ou moins bien faits aujourd'hui, y compris des statuts fiscaux.
je suis pas sûr que ça fonctionne bien, que ça prenne. Vous savez que vous avez la possibilité, le chef d'entreprise a la possibilité, quand il n'est pas en société, de faire mention sur la conservation des hypothèques, de l'insaisissabilité de sa résidence principale. Donc voilà, des protections, il y en a, des améliorations pour l'entreprise, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les créations d'entreprises, des procédures simplifiées d'immatriculation, possibilités en ligne qui sont prévues par la loi Pacte. Tout ça fait que je pense qu'on a un mécanisme qui est plus facile et plus lisible, et il n'y a pas besoin de ce statut qui manifestement ne prend pas. Alors peut-être ces nouvelles dispositions me donneront tort, je l'espère si c'est le cas, mais j'y crois pas beaucoup. Maître Dossat, pour conclure, vous pensiez à deux autres points que vous jugez pertinent d'aborder. Le premier, le plan d'épargne retraite, et puis un dernier sujet d'ouverture, un sujet qui a été retiré et que vous regrettiez. L'épargne retraite, oui, c'est important parce que déjà, nous avons, dans nos études, des plans d'épargne retraite pour certaines études qui sont mis en place, mais bien évidemment pour nos clients également. C'est important dans la mesure où on a favorisé cette épargne retraite et on note sur deux points. L'un, c'est que le salarié, s'il change d'entreprise, ne perdra pas son épargne retraite et pourra continuer à abonder pour ce plan d'épargne retraite d'origine. Donc il y a une suite possible du contrat d'épargne retraite, quand bien même le salarié changerait 3-4 fois. Et puis il y a une possibilité de reversion automatique au conjoint survivant en cas de décès. Donc ça c'est important. Et puis des possibilités de libération plus faciles. Donc je ne m'étends pas plus, mais juste pour que les gens l'aient à l'esprit. Dernier point, oui, c'était sur l'assurance dommage-ouvrage. Il était prévu que dans la loi soit intégrée l'obligation de justifier des acquis de primes par les promoteurs lors des mises en vente sur plan ou en VFA pour les initiés. Et donc, ça a été retiré de la loi. Alors, je le regrette. Ceci étant, nous, dans le notariat, ça fait bien longtemps qu'on a des recommandations pour nous donner qu'on annexe dans les actes de vente sur plan non seulement l'attestation d'assurance dommage-ouvrage, mais également le justificatif de la prime, ce qui a au début posé des problèmes, notamment quand les promoteurs passent par des courtiers, mais qui maintenant rentrent dans l'ordre. Si la loi nous avait aidé à enfoncer le clou, ça aurait été très bien, mais je pense que le fait qu'elle s'en soit déjà intéressée montre que c'est un sujet préoccupant. Merci beaucoup, Maître Dossat, de nous avoir accueillis et surtout de nous avoir partagé votre regard d'expert et de praticien de droit de l'entreprise, du droit des sociétés. Voilà, c'est une immense chance d'avoir contribué à l'amélioration des formulaires avec vous sur certaines clauses techniques. Je vous remercie, en tout cas à mon tour, et puis nous verrons les évolutions, puisqu'on est à la genèse de tout ça. Peut-être on a dit d'énormes bêtises, on verra bien. À bientôt et rendez-vous au prochain Jury Minute.